Salut, c'est Vic. Petite vidéo spéciale aujourd'hui parce qu'on va parler de tout ce qui va être survie urbaine. Donc à mon sens la survie urbaine c'est un petit peu le même délire que la survie en milieu naturel. On a toujours besoin de traiter nos besoins vitaux, que ce soit l'hydratation, la protection, l'alimentation, etc. À ceci près qu'en milieu urbain ou suburbain, en période post-catastrophe, on évolue dans un milieu qui a quand même été sacrément façonné par l'humain. Donc on va avoir un accès assez facilité à pas mal de ressources, notamment l'abri, grâce à toutes les constructions qui existent, qu'elles aient été abandonnées depuis des années ou abandonnées à la dernière minute post-catastrophe. Si on prend l'exemple par exemple de Pripyat, à côté de Tchernobyl, et ben par exemple la ville a été vidée en quelques heures après la catastrophe de 86. Donc quand on évolue dans ces milieux-là, la première chose à faire évidemment, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une tenue adaptée, des gants pour se protéger les mains aussi bien du froid que des agressions, et des bonnes chaussures. Donc dans un sac de survie urbaine, on va retrouver les mêmes éléments que dans un sac de survie en milieu naturel, ou d'un sac d'évacuation, à ceci près qu'en milieu urbain, on peut se permettre d'avoir un sac beaucoup plus léger, parce qu'on va avoir besoin de moins de matériel, étant donné que une grande part de nos besoins vont être couverts par les infrastructures déjà existantes. Donc par exemple le module abri, on peut passer d'une bâche de 12 mètres carrés à un petit tarp comme ça qui va faire en plus double usage pour la protection face à la pluie. Alors faut pas hésiter non plus à laisser une place importante à tout ce qui va être récupération et opportunisme, puisqu'on va pouvoir récupérer et se servir de boîtes de conserve, de sacs poubelles, de bâches, de tout ce qu'on va pouvoir trouver en milieu urbain. De toute façon on va pouvoir nous servir. Donc typiquement laisser une part belle à l'opportunisme et à la récupération. Comme là donc on a une bouteille d'eau qui a été abandonnée ici. Donc on va pouvoir fabriquer pas mal de choses avec des bouteilles d'eau vides comme ça. Par exemple bien les nettoyer, elles peuvent nous servir de contenant. Bon, là par exemple il manque le bouchon, donc je vais pas pouvoir en faire grand chose. J'improvise, mais on peut les découper en lanières pour s'en faire une espèce de cordelette. On va pouvoir couper ici pour faire un bol par exemple, une tasse. Si vous connaissez le système des pièges à guêpes, on peut couper aussi un petit peu plus haut pour faire des petits pièges à poissons ou à insectes ou à rongeurs. Des récupérateurs d'eau aussi, si on a plein de bouteilles, on peut s'en faire des récupérateurs en coupant sur la longueur et en laissant les demi-bouteilles côte-côte, comme ça pour récupérer l'eau de pluie. Donc dans des grands hangars comme ça, on a des grands lieux abrités. Mais par contre, je déconseille de passer la nuit à l'intérieur, étant donné que c'est très grand. Ça va être difficile de réchauffer une petite portion. Et en plus de ça, c'est possible de se faire surprendre dans la nuit, parce que ce type de lieu va attirer la convoitise, étant donné les ressources matérielles qu'on va pouvoir se procurer à l'intérieur. Donc c'est possible de venir s'abriter temporairement, mais je vous déconseille d'y séjourner, à moins d'être un groupe important. Des bâtiments plus petits comme ça vont être déjà un petit peu plus adaptés pour un point de chute temporaire. Mais étant donné qu'ils sont ouverts au cas de vent, ça va être compliqué de s'y abriter convenablement quand même. Donc l'eau en milieu urbain, ça va être la problématique numéro 1, et ça toute l'année. Là où la protection face au froid va être que pour l'hiver, par chez nous. Donc pour l'eau, vous avez plusieurs choix. Soit on est peu de temps après une catastrophe et les robinets marchent encore. Ou non, ça va dépendre du type d'attaque. Cependant, les circuits d'eau peuvent être contaminés. C'est pourquoi c'est très compliqué d'avoir accès à de l'eau propre en ville. Mais donc c'est toujours possible, même si l'eau est contaminée, d'avoir accès à de l'eau propre ou salie, mais en tout cas de l'eau courante qu'on va pouvoir traiter et purifier comme dans la nature, à moins qu'elle soit contaminée chimiquement. Sinon, il est toujours possible de récupérer de l'eau, par exemple après une coupure, là où elle a pu être stockée avant la coupure d'eau, c'est-à-dire par exemple dans les chasses d'eau, dans les chauffe-eau, etc. Pour ce qui est de l'eau en bouteille, évidemment c'est l'une des meilleures sources en milieu urbain, mais il va falloir trouver des bouteilles d'eau qui ont été stockées
avant cette situation-là. Chose que je vous conseille de faire dès maintenant si possible. Sinon on va pouvoir, comme dans la nature, récupérer de l'eau de pluie et la traiter. Donc il faut savoir être opportuniste, comme je vous l'ai déjà dit, donc ne pas hésiter à aller chercher de l'eau où il y en a. On trouve de l'eau de pluie n'importe où en ville. Autre site beaucoup plus intéressant, ça va être tout ce qui va être maison individuelle. Parce que là, on a quelque chose qui est prévu pour l'habitation, donc qui va être beaucoup plus accueillant et beaucoup plus facile à chauffer et de s'y abriter que des sites industriels. Vous avez entendu des oiseaux. Donc un accès à la nourriture plus facile aussi en ville, parce qu'il y a plein d'abris pour les oiseaux. Toile d'araignée géante. Donc c'est souvent dans ce genre d'endroit qu'on va tomber sur des situations ou des mises en scène un petit peu dérangeantes. Voilà. Et donc c'est pas plus mal parce que ça va faire fuir le kidam moyen tout en nous laissant un petit peu tranquille. Comme vous voyez, au niveau récup, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, à part comme d'habitude des déchets, des bouteilles, etc. qui peuvent nous servir à bricoler diverses choses. Et parfois avec un petit peu de chance, quelques pièces de vêtements. Là on a des gants, là-bas un bonnet. Bon, c'est toujours récupérable, ça dépend de vos besoins. Le cintre, je vais le récupérer parce que ça va me servir pour bricoler une suspente pour ma popote ce soir. On va descendre à la cave. Souvent c'est dans ce genre d'endroit qu'on va trouver des trucs intéressants. Pas grand chose, à part une petite pièce fermée qui peut être pas mal pour se faire un abri. Donc là, la laine de verre, l'isolation, ça peut nous servir à fabriquer un matelas, par exemple, étant donné qu'il y en a pas mal. Du carton. Ça c'est pas mal, j'en ai récupéré quelques bandes pour ce soir, vous verrez pourquoi. Ok, donc j'ai récupéré mon cintre et du carton. Et voilà, je vais bouger, il y a une autre maison à côté qu'on va aller voir. Ne pas hésiter à faire un petit signal sonore comme ça. S'il y a du monde, normalement les personnes devraient se signaler pour éviter que quelqu'un leur tombe dessus, ou du moins se demander s'il y a quelqu'un et donc commence à faire du bruit pour fuir ou pour venir voir. Et de la même manière, des animaux vont fuir. Donc au moins vous saurez s'il y a de la vie à l'intérieur du bâtiment. Ça je prends. Et ça aussi, c'est une vieille bougie. Comme d'habitude, bien dégradé, bien souillé. Mais bon, il y a toujours moyen de récupérer des petites choses. Là on a des vieilles couvertures, des vieux vêtements. Si vous êtes bien en galère, c'est toujours récupérable. Ah, une toile d'araignée, c'est bon signe. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de passage.
dirait qu'il y a eu le feu ou quelque chose comme ça. Pas grand chose ici. Paquet de chips. Ça c'est récent. Ouais. Bon là faut vraiment avoir la dalle mais il y a accès. Donc là la maison est en train de s'ébouler. Il doit y avoir un trou dans le toit. Ouais. Ouais je vois les tuiles. Et donc ça a pris l'humidité ici et ça a pourri les poutres, le plancher, le placo du plafond. Donc voilà. Comment un bâtiment vieillit. L'une des principales préoccupations au milieu urbain, ça va être aussi la sécurité. Et ce type de barre de ferraille récupérée, ça peut faire, comme vous aurez deviné, une bonne matraque improvisée. Après, d'autres moyens de défense sont possibles aussi. Moi, ce que je vous conseille, enfin, ce qui me semble le plus adapté, après ça va dépendre de la situation, mais une arme de poing dissimulée à la ceinture, ou vu la tenue, comme là je suis en tenue d'hiver, dans un holster d'épaule, ça me paraît pas mal. Donc là j'ai une pièce qui me semble pas mal. Donc elle est suffisamment petite pour s'y abriter, conserver la chaleur. Elle est relativement propre et en bon état par rapport au reste du bâtiment. J'ai ici une vue sur ce qui pourrait monter pendant la nuit, donc que je vais renforcer avec des systèmes d'alarme improvisés. On va aller voir ça. Ce qui est un bon point, la fenêtre a encore ses carreaux, ce qui est assez exceptionnel. Donc ça va permettre de conserver un maximum de chaleur pour la nuit. Voilà, donc premier système d'alarme, j'ai recalé la porte blindée verticalement, même un petit peu inclinée vers l'extérieur, bien calée. De cette manière, si quelqu'un venait à rentrer, je raconte pas le bordel que ça ferait, une énorme porte blindée comme ça qui se casse la gueule dans l'entrée, sur le béton. Donc au moins tout ce qu'il faut pour me réveiller. Et donc là, deuxième système d'alarme en bas des marches. Une baguette souple comme ça de PVC qui est calée avec la ferraille de tout à l'heure. Et là-bas avec des briques. Donc si vous prenez des pattes là-dedans dans le noir, ça va faire tomber la ferraille dans les escaliers. Donc ça va faire un bon bordel aussi. Ok, donc porte fermée pour réduire les courants d'air. Donc au niveau du couchage, ce que j'ai prévu, le poncho comme d'habitude, toujours avoir un poncho dans son sac. Donc là c'est juste histoire d'avoir un champ un peu plus propre que le sol de base. Au niveau de la régulation thermique, donc les vêtements plus une couverture en laine. On n'est pas en camping, on n'est pas en rando, on n'est pas chez mamie. Donc on dort pas en petite tenue dans un bon sac de couchage. Là l'objectif c'est de garder sa chaleur en gardant ses vêtements, à moins qu'ils soient mouillés bien sûr. Mais là étant donné qu'ils sont bien secs, on va pouvoir dormir dedans. Et pourquoi la couverture en laine par rapport à un sac de couchage? Là la couverture en laine elle craint pas la saleté, elle craint pas les déchirures, etc. Mais surtout l'avantage c'est que c'est complètement ouvert. Donc vous allez pouvoir facilement, s'il y a un problème, tout simplement hop, vous barrer et étant donné que vous êtes habillé, vous pouvez partir directement. Donc là en dessous, si vous récupérez des cartons, de la laine de verre, ça peut vous faire un bon matelas aussi pour vous isoler. Bon là j'ai un matelas de l'armée allemande. Et au pied, un grand sac poubelle. Donc toujours prévoir un gros sac poubelle dans vos sacs aussi. Donc là c'est un gros sac d'une centaine de litres. Parce que là l'avantage c'est qu'on va pouvoir donc s'y glisser les pieds. Et ainsi que après s'être enfilé dans la couverture bien sûr, on peut aussi s'y glisser les pieds et donc ça va garder la chaleur de la moitié du corps puisque les jambes vont être bien emballées dans le sac poubelle. Donc au moins on va pouvoir garder un petit peu plus de chaleur. Donc le sac poubelle bien sûr n'est pas en boule dans le fond du sac, il est mis à l'intérieur de celui-ci pour doubler le sac
et donc il va garder le contenu du sac à l'abri de l'humidité. Donc par exemple la couverture est rangée à l'intérieur en boule. Ok, donc avec tout ce que j'ai récupéré, la boîte en métal, les bougies et le carton, je vais pouvoir me faire une boîte à feu, qu'on appelle aussi le buddy burner. Donc ça va faire un bon petit réchaud pour la popote de soir. Donc le souci c'est que j'ai pas de briquet potable dans mes affaires, mais j'ai récupéré j'ai trouvé un vieux briquet comme ça qui est cassé et qui a plus de gaz, mais il fait encore des étincelles. Et comme j'ai un peu de gel hydroalcoolique, un truc que je vous conseille d'avoir aussi, donc c'est facile d'en trouver en ville aussi parce que c'est un produit qui est assez répandu, ça devrait me faire un bon allume-feu. Voilà. Voilà, donc c'est allumé. J'ai ajouté les bougies, le temps qu'elles fondent tranquillement. Et qu'elles imbibent le carton de paraffine. Et après ça fera un bon petit réchaud. Voilà, le petit réchaud fabriqué maison. La boîte en métal, le carton, la bougie. Enfin, toutes les bougies ont fondu là, ça irrigue bien le réchaud. La petite suspente, enfin le petit support avec le cintre, ma boîte de conserve en guise de popote, puis là je suis en train de faire chauffer de l'eau, histoire de me faire la popote du soir. Alors pendant que ça chauffe tranquillement, je vous parle du menu de ce soir, donc ça va être du liot, hein, enfin des trucs un peu, des restes qu'il y a, donc en survie urbaine, hein, on consomme ce qu'on trouve ou ce qu'on avait stocké, ou ce qu'on a récupéré, donc là c'est donc de la purée, de la soupe. C'est des trucs que j'aime bien trimballer, hein, vous le savez, comme c'est léger et que ça coûte pas cher, donc ça cale bien. Et les boîtes de sardines. Les boîtes de sardines, j'en emmène souvent. On va pouvoir fabriquer une lampe à huile avec. Donc voilà, l'eau est chaude, le réchaud éteint, tout simplement en remettant le couvercle. C'est pour ça que c'est super pratique ces machins-là. Donc je vais me préparer mon petit repas, je vais faire ma petite popote. Et voilà, petite sardine, petite purée aux légumes, un bon petit repas de survie, que demande le peuple.